Bonsoir et bienvenue à tous pour la deuxième conférence dans le cadre de la Fête de la Science à Martigues, organisée par le Club d'Astronomie M13. Ce soir, nous recevons Michel Marcelin, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, spécialisé dans la rotation des galaxies, et donc qui a un rôle particulier pour le Club d'Astronomie, vu que c'est le parrain de notre association. Donc ce soir, il vient nous parler de la sonde Curiosity, et plus si affinité, qui est sur Mars depuis 2 ans, qui a atterri dans le cratère Gale et qui vient d'arriver au bout de 2 ans de route au pied du mont Sharp, son objectif. Voilà, son but, trouver des traces de vie passées, actuelles, à venir. Michel, c'est à toi. Merci. Alors j'appuie sur le bouton rouge. Donc la planète Mars. La planète Mars, on peut la voir le soir en ce moment. Il faut se dépêcher parce qu'elle se couche à 9 h, enfin on a encore un petit moment. Et elle est presque sud-ouest. Elle est dans la constellation du Scorpion. Pas loin de l'étoile Antares, qui est ce qu'on appelle une géante rouge, et effectivement, quand on les regarde dans le ciel, on voit qu'elles ont à peu près la même teinte, qui n'est pas franchement rouge, mais qui est orangée, un peu comme ma chemise, enfin en plus vif, et un peu comme ce que vous voyez ici, de cette couleur. C'est la couleur de la rouille, hein, c'est la couleur de l'oxyde de fer, parce qu'il y a énormément d'oxyde de fer à la surface de Mars, et vous allez le voir bien en détail sur toutes ces images. Alors un petit rappel, pour situer au centre de Mars, vous voyez un petit bout du Soleil en haut, après vous avez dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre, donc Mars est ici, et ensuite Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc là, elles sont rapprochées, enfin collées les unes contre les autres, mais bien sûr, elles sont beaucoup plus espacées dans la réalité. Alors Mars, voilà à quoi elle ressemble. Elle a une atmosphère qui est irrespirable, c'est essentiellement du gaz carbonique, une très faible pression, même pas 1/100 de la pression atmosphérique terrestre. Les températures sont acceptables, mais quand même souvent en dessous de 0 degré, et elles atteignent les moins 100 degrés au pôle, ce qui explique que vous avez des calottes polaires, pas uniquement composées d'eau d'ailleurs, mais composées aussi de glace carbonique, car le CO2 se condense aux très basses températures, en dessous de moins 90, donc vous le retrouvez sous forme de glace carbonique ici, dans les calottes polaires. Alors l'autre, on ne la voit pas parce qu'elle est basculée, elle se trouve bien sûr derrière, la planète est ici vue un peu basculée. Vous avez aussi un peu d'azote, 3%, un peu d'argon, 1,5%, quelques traces d'oxygène, même pas, enfin à peu près 1/10%, et de l'eau, de la vapeur d'eau, essentiellement. Alors je vous disais qu'il y en a sous forme de vapeur, il y en a sous forme de glace dans les calottes polaires, mais il ne peut pas y avoir d'eau liquide à la surface de Mars, tout simplement parce que la pression est beaucoup trop faible. C'est ça qui empêche l'eau liquide d'exister. Alors c'est vrai que ça échappe, je dirais, à l'intuition. On a du mal à imaginer s'il y a de l'eau sous forme de glace, que si on pose un glaçon en plein soleil sur Mars, il ne va pas fondre. Ben, en fait, il se sublime, un phénomène que vous avez tous appris au moins en cours de physique. C'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Et si vous prenez le même pastis, pardon, le même glaçon que vous mettez dans le pastis, ce glaçon, vous le posez à la surface de Mars, ben vous allez le voir, s'il est en plein soleil, se ratatiner, diminuer, disparaître, mais il ne fera pas de flaque. Et j'insiste parce qu'une fois, il y avait un monsieur dans une conférence qui me dit « Mais le glaçon, si vous le posez et qu'il fond, il va bien faire de l'eau !» Ben oui, il fait de l'eau, mais cette eau, elle part directement sous forme de vapeur, donc on ne la voit pas mouiller le sol. Alors voilà la Terre et Mars à la même échelle. Vous voyez que Mars, c'est à peu près la moitié. Alors si vous allez sur Mars, eh bien, vous pesez 3 fois moins que sur Terre. Donc moi je fais à peine une vingtaine de kilos sur Mars. Je décolle facilement si je saute sur les pieds. Une petite animation qui vous montre la planète Mars sous toutes ses coutures. C'est des images prises par le télescope spatial, donc ce n'est pas une sonde qui a pris ça. C'est pris d'assez loin, on voit quand même pas mal de détails. On voit très bien ici une des calottes polaires. Et alors les autres taches blanches ici sont simplement des nuages qui sont accrochés au flanc des volcans qui sont très hauts, puisqu'ils ont des altitudes qui vont jusqu'à une vingtaine de kilomètres, et même un peu plus. Les premières images du sol de Mars, on les a eues transmises par les sondes Viking en 1976.
Viking 1 et 2. Roger Solari me disait que la troisième était exposée. Et je pense que c'est celle-là d'ailleurs, le troisième Viking. Ça doit être celui-là. Les premières images, les voici. Donc on voit des plaques de givre. Alors c'est pas de la rosée comme chez nous, hein, c'est de la glace carbonique avec un peu de glace d'eau qui se trouve mélangée au CO2, donc au gaz carbonique. Et vous voyez ici cette espèce de boîte, là c'est pas une boîte de conserve laissée par un martien, hein, c'est le capuchon qui protégeait le bras manipulateur qui est venu gratter le sol pour en faire l'analyse. Alors voilà une image détaillée de la calotte polaire au nord. On voit des formes assez curieuses, un peu en spirale, qui sont liées vraisemblablement au courant atmosphérique et au vent à ce niveau-là. En 1997, on a la sonde Pathfinder, qui veut dire éclaireur, avec le petit robot Sojourner, passager, qui est descendu par la petite rampe ici, qui a fait un petit tour là, puis qui est venu là, petit tour, puis qui est venu se coller contre le rocher, où malheureusement il a ses rouages qui se sont grippés à cause du froid, et il n'est pas allé plus loin. On voit ici les airbags dégonflés, donc c'est la technique d'atterrissage que vous avez vu tout à l'heure dans le film d'animation et qui a été utilisée après avec succès pour les robots suivants, Spirit et Opportunity. Alors, je vais vous parler des volcans qui font une vingtaine de kilomètres d'altitude. Voilà le plus gros, le mont Olympe. Il fait à peu près 600 km de diamètre, c'est-à-dire si on le mettait sur le massif central, eh bien, ça couvrirait une bonne partie de la France. Et il fait 26 km d'altitude, donc à peu près 3 fois l'Everest. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et la caldeira Sommità, ici, elle fait une centaine de kilomètres, hein, le sommet du cratère ici. On a des tempêtes de sable sur Mars. Alors ça peut paraître curieux alors qu'on a une densité d'atmosphère qui est très faible. Et vous voyez une image en haut qui montre une tempête de sable martienne et en bas, une sur la Terre. Alors, sur la Terre, vous reconnaissez ici l'Espagne, le détroit de Gibraltar, ici vous avez les côtes africaines, et vous voyez du sable qui part du Sahara, ici, et qui s'étale ici avec une tempête donc, qui le souffle au-dessus de l'Atlantique, au-dessus des îles Canaries. Et vous voyez que la forme, on dirait un chapeau de champignon coupé, hein, on retrouve exactement cette forme ici, donc bien que la densité soit beaucoup plus faible, le phénomène est tout à fait comparable. Mais ça arrive à prendre une ampleur phénoménale puisque ça arrive à recouvrir entièrement la planète. Et c'était arrivé malheureusement lorsqu'on a eu les premières sondes marinaires qui ont survolé Mars. Donc les images étaient toutes brouillées par cette énorme tempête qui recouvrait, enfin qui empêchait de voir le sol sur une grande partie de la planète. Alors voilà ici 3 volcans par exemple, et puis cette grande balafre, voilà, surnommée Valles Marineris, appelée Valles Marineris, et qui fait à peu près un millier, je dis un millier, un peu plus, même, je crois que c'est 3000 km de long et une centaine de kilomètres de large et 10 km de profondeur, donc c'est vraiment plus large, plus profond et plus long que le célèbre canyon du Colorado. Donc ça fera partie des voyages, enfin des lieux, des destinations privilégiées quand il y aura les voyages organisés sur Mars. Et la toute première image que vous avez vue tout à l'heure, c'était une image de synthèse, mais faite à partir de vraies images prises par les sondes qui montraient justement cette vallée. Alors, ce n'est pas une vallée au sens vallée fluviale, hein, il n'y a pas d'écoulement d'eau dedans. On pense que c'est une fracture dans le sol qui s'est formée au moment où les volcans ici sont sortis, donc ça a provoqué des fissures en fait à grande échelle et des fractures dans le sol de Mars. Alors ça, c'est à peu près la même image. Vous retrouvez les 3 volcans, vous retrouvez Valles Marineris, mais on a rajouté sur l'image, de manière artificielle, de l'eau. C'est les taches bleu marine que vous voyez. Donc dans tous les endroits un peu en creux, un peu en dépression, on a rajouté de l'eau parce qu'on pense qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars il y a longtemps. Alors il y a longtemps, le longtemps est difficile à chiffrer exactement. C'est le but de la plupart des missions actuellement, d'essayer de retrouver, de retracer l'histoire de l'eau sur Mars. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une atmosphère plus dense dans le passé, et à ce moment-là, l'atmosphère étant plus dense, la pression étant plus élevée, l'eau liquide pouvait effectivement exister à la surface de Mars. Alors, l'idée qu'il y ait eu des écoulements d'eau, elle est venue dès les premières transmissions d'images rapprochées du sol de Mars, et vous voyez ici par exemple ce qui ressemble vraiment à un écoulement
de rivières avec des méandres. Et, bon, on a effectivement des tas d'exemples de ce genre de choses. Mars a une autre particularité, elle a deux petits satellites qui sont des astéroïdes, Phobos et Deimos. Deimos qui fait une trentaine de kilomètres, Phobos une quarantaine dans sa dimension la plus grande. Et vu de la Terre, on les voit comme deux petits points brillants qui tournent autour de la planète. Ce qui fait que pendant longtemps, on a pensé que c'était des satellites artificiels qui étaient lancés par les habitants de Mars. Alors, je vous ai montré les tempêtes de sable. On voyait depuis la Terre des changements de couleur à la surface de Mars. Les astronomes qui observaient avec leurs grandes lunettes voyaient ça, mais ils se trompaient dans l'interprétation. Ils pensaient que c'était des changements de couleur liés à la végétation, comme les changements de saison sur Terre. Et en fait, on a compris plus tard que c'était simplement ces tempêtes de sable qui, d'un coup, dégagent de grandes zones qui étaient plus sombres, qui du coup paraissaient plus claires, et ensuite, eh bien, c'était l'inverse. Le sable allait se déposer sur des zones sombres qui changeaient de couleur, qui s'éclaircissaient, et inversement. Donc, ces changements de couleur interprétés comme un changement de couleur de la végétation lié aux saisons, le fait que vous avez vu là cette grande balafre, Valles marineris, elle, on peut la voir on pouvait la voir même en observant à l'œil nu avec les grandes lunettes. Et donc les astronomes avaient noté ces structures à la surface de Mars, et il y en a même qui ont imaginé qu'il y avait carrément des canaux. C'est la fameuse histoire des canaux de Mars, où chacun y allait de son histoire, enfin de ses petits dessins, en disant mais moi j'en ai vu un ici, j'en ai vu un là. Alors ça paraissait logique, on disait tiens, s'il y a de la végétation à la surface de Mars, il doit y avoir des gens. S'il y a des gens sur Mars, ben, on voyait la couleur un peu orangée qui rappelait le désert. On disait, ben, tiens, ils ont besoin d'irriguer leur salade, donc ils tracent des canaux, ils récupèrent l'eau de fonte des calottes polaires, parce que les calottes polaires, on les voyait, la plupart des astronomes amateurs ici présents ont pu les voir même avec des instruments de taille modeste, donc on savait qu'il y avait ces calottes polaires, et on pensait qu'elles faisaient de l'eau liquide, et que cette eau liquide était utilisée, qu'on a canalisée jusqu'à l'équateur de Mars pour arroser les salades et les faire pousser. Et donc les Martiens ont pensé qu'ils existaient, au point que quand on a commencé au début du XXe siècle à utiliser les communications radio, on s'est rendu compte que ça pouvait porter très loin, puisque ça n'a pas besoin d'atmosphère pour se propager, ça peut se propager dans le vide. Donc on avait dit qu'on pourra communiquer même avec d'autres planètes et les habitants d'autres planètes. Et il y a une dame de la haute société parisienne qui avait offert un prix de plusieurs milliers de francs or au premier qui entrerait en communication radio avec des êtres extraterrestres, des êtres en dehors de la Terre, Mars étant exclu, parce qu'on considérait que c'était gagné d'avance et on était persuadé qu'il y avait des habitants sur Mars. Ça veut dire que c'était vraiment dans l'esprit des gens. Alors, la sonde Mars Express s'est mise en orbite autour de Mars fin 2003. C'est intéressant pour l'Europe et pour l'ESA, puisque c'était la première sonde européenne qui se mettait en orbite autour de Mars et qui transmettait des images détaillées. Alors il y a un truc assez intéressant sur cette sonde-là, c'est dans ce petit rond-là, on l'a agrandi, et vous voyez, c'est une goutte de peinture rouge dans un cône de plexiglas, et cette peinture rouge, c'est la peinture des Ferrari, qui était sponsor de la mission. Alors il est rare qu'un industriel qui n'a rien à voir a priori avec le milieu spatial sponsorise des missions spatiales, mais ça a été le cas. Alors là vous avez la Ferrari de Schumacher, et puis à droite c'est celle de Reynald, mais il n'ose pas trop se montrer avec, donc ça fait un peu matu. Sur la sonde Mars Express, il y avait un système de caméras avec différents angles de visée, et en particulier ça permettait de faire des reconstitutions en 3D, exactement comme si on survolait la planète avec un engin qui vole à une altitude relativement basse. Et c'est assez saisissant parce qu'effectivement, on le voit sur cet exemple-là, on voit ce paysage qui ressemble au relief glaciaire sur Terre, avec des montagnes qui sont rabotées, vraiment rabotées par les glaces. Et c'est certainement le phénomène qui s'est passé. On voit même sur le bord, ici, l'équivalent des moraines laissées par les glaciers, c'est-à-dire tous ces débris de cailloux qui sont sur le bord des glaciers ou à l'avant. Donc on retrouve des phénomènes semblables. Maintenant, si ces glaciers ont coulé à la surface de Mars, enfin ont progressé à la surface de Mars et ont maintenant disparu,
était-il composé essentiellement de glace ou de glace carbonique, enfin de glace d'eau, de glace carbonique, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on n'a guère de doute là-dessus. Alors je vous ai montré tout à l'heure quelques images qui faisaient penser à des lits de rivière asséchés, mais là vous en revoyez d'autres. Hein. Vous avez l'échelle ici, 10 km, et on a vraiment l'impression qu'il y a ici un fleuve qui se jette dans une mer, ici en bas également. Donc on a des tas d'exemples comme ça à la surface de Mars. Voilà un autre, vous avez cette longue vallée. Alors attention, il ne faut pas non plus penser systématiquement que ça peut être de l'eau, parce qu'on a des structures qui ressemblent à ça sur la Lune. Et c'est de la lave qui s'est écoulée à la surface de la Lune. Donc on peut très bien se faire abuser par les apparences. Alors, les rovers de la NASA qui ont fonctionné le plus longtemps pour l'instant, c'est Spirit et Opportunity, qui sont sur Mars depuis 2004. Ça fait donc une dizaine d'années. Donc ils ont atterri avec la technique que vous avez vue tout à l'heure dans l'animation, donc freinage avec le bouclier thermique, ensuite on ouvre un parachute, on en ouvre même un deuxième, ensuite on a une grappe d'airbag qui s'ouvre et ça rebondit plusieurs fois sur le sol, les airbags se dégonflent, la base se déplie et le petit robot descend et se balade à la surface. Alors là c'est Spirit par exemple, on voit les airbags dégonflés, ça c'est la base et l'engin évidemment est descendu, s'est retourné, a pris la photo de la base d'où il venait de descendre. Ici on voit les traces laissées par les rebonds du système d'airbag. Cette structure que vous voyez circulaire, donc ça rebondit ici, puis c'est revenu jusque là. Et c'est la première fois là qu'on en a vu. Alors, non, je pensais qu'ils étaient là, les Martiens, ça va être juste après. Là on voit le bouclier thermique, vous avez un agrandissement du rectangle là en haut qui est là. Donc c'est le bouclier thermique qui a été abandonné, donc il s'est détaché avant l'atterrissage. Ah voilà, ils sont là les Martiens. Donc là je précise, c'est une blague. Hein. C'est un montage qui a été fait à partir de vraies images, on a rajouté les petits bonshommes qui demandent aux Américains de rentrer chez eux. La sonde, le petit rover Spirit est allé jusqu'au sommet des collines Columbia, qui était à peu près à 7 km du point d'atterrissage, donc ça ne s'est pas fait tout de suite, hein, il a fallu plusieurs mois. À l'occasion, la sonde a vu ce genre de phénomène, c'est une animation en gif là, qui repasse plusieurs fois, là, vous revoyez la même animation après, et cette mini-tornade, elle est assez spectaculaire, il y en a régulièrement sur Mars. Ce qui est curieux, c'est que ça dépend, de même que sur Terre, les tornades ne se forment pas toujours. Enfin, il y a des endroits privilégiés, disons, pour la formation des tornades. Sur Mars, c'est pareil. Spirit en a vu plusieurs, et Opportunity a dû attendre, je crois, plusieurs années avant de voir sa première. Alors, ces tornades, elles peuvent être intéressantes, vous allez voir comment. Là, par exemple, Spirit, lors de l'atterrissage, avec la mire de couleur ici, et le petit cadran solaire qui l'équipe, là. Et au bout d'un an, janvier 2005, c'était couvert de sable à cause du vent qui amène du sable, qui recouvre petit à petit l'engin. Alors le problème, c'est que ça fait perdre de l'efficacité aux panneaux solaires, puisque les panneaux solaires se retrouvent aussi recouverts de sable. Et vous voyez ici l'efficacité qui est tracée en fonction du temps. Donc là, vous avez 100%, et puis là, on tombe à 60%. Donc on perd presque la moitié de l'énergie. Et hop, il y a une tornade qui passe, et ça remonte, et puis ça redescend de nouveau jusqu'à la tornade suivante. Donc chaque fois qu'il y a un petit coup de Mistral, ça dégage et ça enlève les particules de sable qui se sont déposées sur les panneaux solaires. Alors ici, on voit les traces laissées par Spirit sur les pentes du colline Columbia. Donc ça, c'est une fois arrivé en haut, quand il s'est retourné, qu'il a pu montrer les traces qui montrent tout le chemin parcouru, et là on voit la plaine d'où est venu le petit rover. D'autres cartes. Alors ensuite le petit rover est descendu le long de la montagne, les montagnes Columbia, et vous voyez ici ces scories de lave qui font vraiment penser à ce que l'on connaît sur Terre en matière de terrain volcanique. Par contre, plus intéressant, vous avez ces roches sédimentaires qui font penser à des plaques comme nos plaques de calcaire qui nous sont familières dans notre région. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, le fait que l'on voit des roches qui ressemblent à des roches sédimentaires. On voit ici très bien
ces strates. Alors il y a beaucoup de discussions entre spécialistes avec certains qui disent non, ce n'est pas forcément des dépôts successifs qui ont fait ces strates, mais ça peut très bien être l'érosion éolienne, donc l'érosion liée au vent qui a tracé ces strates dans la roche. La dernière image de Spirit que l'on peut trouver sur le web, elle est du 11 février 2010, parce qu'ensuite, eh bien, on a arrêté d'essayer de le désensabler. Il s'est ensablé et on n'a pas réussi à le faire repartir. Donc on a carrément arrêté les communications depuis le 22 mars 2010. Donc Spirit a cessé vraiment de fonctionner, alors qu'Opportunity, lui, continue. Alors le voilà, on voit sa base avec les airbags dégonflés. Il a atterri dans un petit cratère, et donc l'horizon était limité par les bords du cratère. Quand je dis petit, tout petit, une centaine de mètres, et le voilà photographié depuis l'orbite martienne par la sonde MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. On voit le cratère et on voit le lander, donc les airbags et la base, ici au milieu du cratère. Et voilà par exemple donc, la photo vue de l'intérieur du cratère, vous voyez un côté et l'autre, donc c'est un panorama en 2 fois 180 degrés, vous voyez les deux côtés, et on voit ces affleurements rocheux qui sont intéressants, que vous avez vu aussi sur les images de Spirit. Alors on a cru voir un petit lapin qui bougeait les oreilles, là, parce que suivant le vent, effectivement, ce petit truc bougeait, et ce petit truc, ben, c'est du ruban adhésif qui servait à attacher les fils électriques sur la sonde. Donc ça s'est détaché lors des secousses de l'atterrissage et ensuite ça bougeait avec le vent. On retrouvera avec Curiosity tout à l'heure, vous allez voir le même type de choses amusantes avec des morceaux qui se sont détachés et qui ont paru intrigants à l'équipe qui regarde les images sur la caméra. Alors, la chose la plus intéressante qu'a vu Opportunity, ce sont ces milliers de petites billes. Vous avez des tas de petits points, enfin des petites billes ici, sur le sol, de couleur gris argenté. Là, on les voit mieux. Alors, la couleur a été accentuée, parce qu'il n'y a pas vraiment de bleu sur Mars, mais on a forcé sur le contraste. Et vous voyez ces petites billes qui ont l'air gris bleuté, gris acier. C'est de l'hématite. L'hématite que l'on utilise pour faire des bijoux sur Terre. Et ces billes d'hématite, donc c'est de l'oxyde de fer, pour les amateurs de chimie, de formule Fe2O3. Le diamètre des billes, c'est à peu près 1 mm pour les plus petites, jusqu'à 5 mm pour les plus grosses. Et ces billes, et c'est ça qui est intéressant, d'après les spécialistes, elles n'ont pu se former qu'en présence d'eau liquide. Donc, on tenait avec ces images-là la preuve tant attendue de l'existence d'eau liquide dans le passé sur Mars. Opportunity, tout comme Spirit, a retrouvé son bouclier thermique. Alors vous voyez la partie métallique ici brillante, vous voyez la partie carbonisée ici, et l'impact, on voit très bien à quel endroit ça a percuté le sol, juste au moment de l'atterrissage. Opportunity a trouvé une météorite ferreuse, et vous verrez que je crois qu'il y en a une autre dans la série d'images, et Curiosity aussi, il est tombé sur des météorites. Alors sur Terre, c'est un peu pareil, si vous allez vous promener en plein désert et que vous voyez un caillou à l'apparence un peu métallique, il y a des chances pour qu'il soit tombé du ciel. Et c'est effectivement l'endroit le plus facile. Alors ça nous est peut-être arrivé à tous de nous balader dans la campagne et de passer à côté de météorites, mais si elles sont pierreuses et si elles sont dans la garrigue au milieu de la végétation, ben, on ne voit pas forcément qu'il s'agit de pierres tombées du ciel. C'est beaucoup plus facile dans des étendues de sable comme ça. Alors Opportunity s'est ensablé, mais a réussi à en ressortir. Vous voyez d'ailleurs les traces d'arrivée et de départ. Et ça, c'est une animation qui passe en boucle, qui vous montre quand ça pédalait dans la semoule. Et on a réussi, en fait, par des manœuvres assez subtiles, et en faisant des reconstitutions au sol, c'est pour ça qu'on a toujours intérêt à garder un modèle équivalent et à essayer de le faire manœuvrer pour voir ce que l'on peut faire comme commande afin de sortir de l'ornière, et ça a marché. Par contre, vous avez vu que Spirit, lui, s'est retrouvé bel et bien immobilisé. Alors voilà, de nouveau, ces roches sédimentaires qui affleurent, hein, donc qui laissent penser à des dépôts au fond d'étendues d'eau liquide. Le rover Opportunity est arrivé au bord du cratère Victoria, fin 2006. Alors c'est un cratère qui est assez conséquent, on va le voir en haut, je pense. Le voilà. Vous voyez le parcours depuis le début, ici.
Et vous voyez le cratère Victoria qui est là, qui fait à peu près 1 km de diamètre. Vous avez l'échelle, 800 mètres ici, donc il fait à peu près 1 km. Et le rover est resté un bon moment à explorer ce cratère. Il est arrivé par là. Là, on voit le trajet, c'est une ligne jaune difficile à voir, mais en gros, il a fait tout ça pour chercher un point pour descendre, et puis finalement, il est revenu en arrière parce que c'était à cet endroit-là qu'il était le plus facile de descendre. Un endroit surnommé Duck Bay, la baie du canard, et il est descendu par là. Alors, une petite animation intéressante qui vous montre des cirrus dans le ciel, donc des cirrus tout à fait comparables aux cirrus terrestres. Ce sont donc des nuages formés, constitués de cristaux de glace d'eau, et qui progressent dans le temps. Donc on les voit très bien ici avancer. Alors Opportunity au bord du cratère Victoria, alors ça c'est une image où on a forcé donc, sur le contraste, puisque comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de bleu sur Mars, donc là on a vraiment accentué de manière à permettre de mieux voir les différences de teintes entre les roches. Et vous allez voir que ce type de roche ici, on en trouve à peu près l'équivalent sur Terre, c'est ça qui est intéressant. Alors voilà les roches, donc ici sur une image en noir et blanc, hein, on voit bien la stratification, vous voyez les couches successives là. Et voilà une image de roche équivalente sur Terre, donc ce qu'on appelle la molasse, ici c'est en Argentine, et vous voyez là, le même type de stratification. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que ce soit la même chose, hein, mais sur le plan purement formel, ça y ressemble. Alors la sonde, enfin le rover est ici prêt à descendre dans la baie du Canard, Duck Bay, c'est par là en fait qu'il est descendu. Et je crois qu'il y a une petite animation qui permet de voir. Alors voilà les traces de roues laissées à l'entrée et à la sortie. Et l'animation, elle doit être, voilà, ici. Donc c'est avec des images successives. Et on voit exactement comme si on était sur le rover au moment où il ressort. Ça passe en boucle, donc vous repartez. Vous voyez le champ de dunes au fond du cratère. Il n'est pas descendu jusque-là. Hein. On a préféré éviter de le laisser, éviter de risquer de s'ensabler. Alors là, on voit un panorama à 360 degrés pris par Opportunity en 2010, où on voit encore toutes ces plaques de roches sédimentaires. Et puis, je vous en parlais, la première tornade photographiée par Opportunity, donc il a fallu qu'il attende 6 ans avant de voir la première tornade, alors que Spirit, vous avez vu, en avait régulièrement qui venait balayer ces panneaux solaires. Alors, Opportunity a trouvé encore une météorite métallique ici, une météorite ferreuse, on la voit très bien. Et voilà le chemin parcouru en un peu plus de 7 ans. Alors là, le cratère que vous voyez, c'est le cratère au bord duquel se trouve actuellement Opportunity, le cratère Endeavour. Lui, il fait 30 km de diamètre, donc c'est un cratère énorme. Le cratère Victoria que l'on a vu avant, il est ici, ce cratère d'1 km de diamètre. Donc il y a eu tout ce chemin parcouru jusqu'en 2010, et puis ensuite il est venu jusque-là, et actuellement il se trouve dans ce coin-là. Et toujours actif, puisque vous allez voir les dernières images qui ont été transmises l'été dernier. Donc il est arrivé il y a maintenant 3 ans au bord de cet énorme cratère dont on voit les remparts ici. Et il a trouvé une veine de gypse que vous voyez là. On la voit ici sur cette image et agrandie ici. Donc c'est une roche riche en calcium et en soufre. Donc ça c'était en novembre 2011. Et, chose étonnante, Curiosity, dès le début, est tombé sur des veines de gypse, qui sont aussi la preuve, enfin, d'après les spécialistes, qui prouvent qu'on a eu de l'eau liquide dans le passé sur la planète Mars. Alors, là, on voit très bien l'ensemble du cratère Endeavour, tout le tour des remparts. Une selfie, c'est la mode, hein, d'avril 2014, donc elle est récente. Donc c'est avec le mât sur lequel se trouvent les caméras, et en faisant une mosaïque, un compositage d'images, on arrive à donner cette image, cette vue d'ensemble, comme si elle était au-dessus du rover. Et la dernière image que j'ai trouvée sur Internet, qui a été transmise le 15 août, alors la couleur est extrêmement accentuée.
On la trouve aussi sur le web en couleur d'origine, mais elle est très palote et on voit presque une couleur uniforme comme dans le ciel. Par contre, là, en forçant sur le contraste et sur les couleurs, on arrive à bien voir les traces ici laissées par le rover. Alors, avant de vous montrer les images de Curiosity, un petit mot sur les autres sondes qui se sont baladées autour de Mars ou à sa surface ces dernières années. Il y a eu Mars Reconnaissance Orbiter donc, qui est arrivé fin 2006, qui a fait quelques belles images du sol. Alors là aussi, on a forcé sur les couleurs et le contraste avec ce bleu ici qui montre en fait des roches plus fraîches et qui semble indiquer un glissement de terrain. Ici, le bord de la calotte polaire où on voit des strates qui montrent qu'elle progresse, enfin qu'elle recule par vagues successives. Donc il y a du réchauffement climatique aussi sur Mars. Des avalanches au bord de la calotte polaire. Vous avez un agrandissement, enfin des détails ici à droite qui vous montrent par exemple, là vous voyez ce panache de poussière, c'est la partie qui est là. Donc là il y a le bord de la calotte polaire et vous avez des blocs qui se détachent comme des séracs des glaciers sur Terre et qui en tombant soulèvent des panaches de poussière. Même chose là en bas, vous avez un agrandissement à droite de cette partie-là. Vous voyez ce panache de poussière. Alors on a vu ce trou curieux sur Mars. Oui, c'est pas un trou noir. En jouant voilà, avec un éclairage différent. Et ça rappelle un peu le gouffre de Padirac sur Terre. Et on voit très bien une paroi ici qui est quasiment verticale. Donc ce trou, c'est pas un trou noir. Une autre sonde qui, elle, s'est posée alors sur le sol, c'est Phoenix, mais qui n'a pas transmis l'image pendant bien longtemps parce qu'elle était beaucoup plus près de la calotte polaire et donc était un peu plus de 70 degrés de latitude nord. Et donc très vite, les rouages se sont grippés et le système a pris froid, donc elle n'a plus pu envoyer d'informations. Donc les premières images transmises par la sonde montrent ces structures polygonales au sol, un peu comme on voit sur Terre dans les régions du permafrost, du pergélisol. C'est un sol qui ne dégèle jamais, que vous avez dans les régions, par exemple en Sibérie ou dans les régions froides et proches des régions polaires. À ce moment-là, vous avez ces structures polygonales dans le sol. Ici, on voit une zone du sol qui a été grattée par un petit bras manipulateur, le bras mécanique de la sonde, et quand on regarde, on s'aperçoit qu'en fait, il y a de la glace ici, qui est sous le sable. Donc il y a probablement beaucoup d'eau sous forme de glace dans le sous-sol de Mars. Alors quand on se pose la question de savoir où est passée l'atmosphère de Mars, est-ce qu'elle a entièrement disparu, ou est-ce qu'une grande partie, par exemple, de l'eau qui était sous forme de vapeur au départ, se retrouve maintenant sous forme de glace dans le sous-sol? C'est tout à fait possible. Pour l'instant, on n'a pas d'idée précise sur la quantité qui peut se retrouver piégée dans le sol de Mars. Alors, Curiosity a été lancée le 25 novembre 2011 et elle est arrivée sur Mars le 6 août 2012. Depuis, il y en a deux autres, ce sera les deux dernières images que je vous montrerai qui viennent d'arriver fin septembre et qui, elles, restent en orbite et étudient l'atmosphère, donc elles ne vont pas se poser au sol. Le Curiosity, c'est la dernière arrivée au sol. Et on a utilisé pour son arrivée une technique particulière, parce que la technique des airbags que vous avez vu tout à l'heure ne pouvait pas marcher, vu que le robot Curiosity est beaucoup plus gros que Spirit et Opportunity qui sont là, ou que Pathfinder qui est ici, et qui empêchait, disons, la masse de la sonde, la masse du robot, empêchait d'utiliser un système d'airbag qui ne pouvait pas la protéger suffisamment à l'atterrissage. Donc la technique utilisée, c'était risqué parce que c'était la première fois, c'était la 40e sonde envoyée. Je vous disais une quarantaine tout à l'heure, mais j'avais noté que c'était exactement la 40e qui était envoyée vers Mars. Donc on l'a élytroyée, donc il y a une base ici qui se maintenait par sustentation avec des petits réacteurs ici, et qui, pendant que la base donc, restait en surplomb, descendait au bout d'un filet le robot ici, Curiosity, qui ensuite
à continuer. Donc c'était un système de rétrofusée classique, on peut dire, mais c'est la première fois qu'on essayait ce système d'élitroyage, de descendre un engin. Et alors ensuite, ce qu'il fallait éviter, c'est que la base vienne s'écraser sur le robot, donc il fallait l'éjecter, l'envoyer sur le côté pour l'éjecter un peu plus loin. C'est ce qui a été fait, et avec succès. Alors le point d'atterrissage sur Mars, le voici. Alors de votre place, vous ne voyez peut-être pas, mais moi je vois très bien, il y a un petit point vert, donc là évidemment avec le laser il est un peu plus gros. Et l'ellipse, il est là, et l'ellipse d'atterrissage, elle est ici. Donc on est vraiment dans l'ellipse qui était prévue. On a bien ciblé l'endroit. Et c'est ce que vous disiez, Rénal, tout à l'heure, c'est dans le cratère Gale, ce grand cratère, avec le mont Sharp qui est au milieu. Donc ça fait penser à un cratère d'impact, comme on en voit beaucoup sur la Lune, avec le piton central ici. Et le but du jeu, c'est de permettre à la sonde de monter jusqu'au sommet de ce mont Sharp, en faisant, alors actuellement elle se balade ici tout le long, mais elle commence à monter et on espère qu'elle va arriver jusqu'en haut. Donc une bonne partie des images que vous allez voir étaient prises ici sur le bord avant qu'elle n'attaque la montée. Alors qu'est-ce qu'il y a sur Curiosity? Il y a des équipements comparables à ce qu'il y avait sur les précédents robots martiens, mais en plus on a ici un laser pour l'analyse des roches à distance. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que bien que ce soit un engin de la NASA, ce petit laser pour l'analyse des roches a été conçu par un laboratoire de Toulouse, par l'IRAP, et il est piloté depuis le CNES. Alors vous voyez ici sur ce dessin le principe, le laser va faire un trou dans la roche, ici, va vaporiser la roche, et ça va permettre, avec un spectrographe qui est embarqué ici, de faire l'analyse et de détecter par exemple qu'il y a du magnésium, du barium, du silicium, de l'aluminium, et suivant l'importance du pic, d'en déduire les proportions des différents éléments qui sont détectés. Alors voilà par exemple l'impact du laser. Sur l'image à gauche, il n'y a pas de laser, et là, hop, vous avez le point blanc. Évidemment, avec le vrai laser, c'est plus facile. Ça doit ressembler à ça, d'ailleurs, au moment où le tir se fait. Donc, on voit l'impact sur la roche, et je crois qu'il y a des images où on voit même le trou, voilà, les trous du laser. Donc, vous avez avant et après. Vous voyez les petits trous ici, ça a quand même bien marqué la roche. Une des premières images du site d'atterrissage, envoyée par Curiosity, la voici. Donc on voit ces roches stratifiées. Donc le mont Sharp, son sommet, il est à gauche, là, et vous allez le voir. Alors voilà le pied ici. Enfin les flancs de la montagne plutôt. Et la montagne elle-même, on la voit ici. Bon, ça manque de contraste, mais vous voyez le sommet donc, de cette montagne. Alors un objet curieux, comme je vous disais tout à l'heure, on a retrouvé le même genre de choses qu'avec Opportunity, là, et le petit lapin qui bougeait les oreilles. Ouais, on dirait un mégot. Manifestement, c'est un bout de plastique qui faisait partie de l'équipement. C'est pas laissé par les Martiens. Une autre curiosité qui ressemble à une bulle de lave. Alors là, je vais vous mettre en surimpression une image parce qu'on ne voit pas très bien. Là. En fait, ça correspond à peu près à ce que voit la sonde. Mais en jouant un peu sur le contraste et sur la saturation des couleurs, vous voyez beaucoup mieux. Et ça fait effectivement penser à une bulle de lave qui a éclaté. Et donc ressemble vraisemblablement à un ancien lit de rivière, donc c'est le 14 septembre 2012. Alors il y a toujours des noms associés, c'est les équipes qui récupèrent les images et qui font la première analyse, qui souvent, au gré de l'inspiration, donnent des noms. Parfois c'est lié à des héros de bande dessinée, ou à des choses, je dirais, particulières à la culture américaine, mais c'est toujours assez exotique. Alors ce qui est intéressant dans cette zone où on pense avoir trouvé un ancien lit de rivière, c'est qu'on a des galets martiens à gauche et des galets terrestres à droite, avec l'échelle, vous voyez, 1 cm ici, et c'est très semblable. Donc ça laisse vraiment penser qu'on a affaire à un lit de rivière. Là on voit un panorama photographié par Curiosity, donc là on voit, vous voyez le nom, Rock Nest, octobre 2012. Et Curiosity
a fait des prélèvements du sol. Alors, il y a une espèce de petite coupelle dans laquelle un bras manipulateur vient poser la poudre qui a été ramassée, enfin la poussière ramassée dans le sol. Et ensuite, l'analyse est faite dans des petites boîtes, des petits laboratoires d'analyse embarqués. Là, on voit des traces laissées par la petite pelle qui gratte le sol. Vous voyez la largeur, ici 4 cm. Vous voyez que le sol est oxydé en surface. Donc cette couleur dont je vous parlais dès le début, cette couleur qui est la couleur de la rouille, de l'oxyde de fer, vous ne la retrouvez pas en dessous. Donc c'est oxydé en surface, mais dès qu'on gratte, les roches sont beaucoup moins riches en oxygène. Alors là, on a un panorama à 360 degrés, depuis un point qui a été baptisé le Point Lake. Et ici, vous voyez un terrain tout à fait semblable au terrain stratifié qu'Opportunity a pu photographier. Et là, je crois que j'ai l'image en surimpression, voilà, avec une autre teinte. Alors, cette autre teinte, c'est souvent la teinte qui est attribuée aux images par traitement et qui vous donne, qui vous rend, qui restitue la couleur que l'on verrait si on était sur Terre, enfin avec l'éclairage terrestre, c'est-à-dire ce terrain martien éclairé comme sont éclairés nos terrains sur Terre. Donc je reviens sur l'image précédente. Donc de ce fait, c'est un peu plus lumineux et c'est un peu plus coloré puisqu'on est plus proche du Soleil que de les Mars. Voilà. Hop. Vous voyez les différences. Et puis, en plus, vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on a des images avec du bleu qui apparaît, c'est lorsqu'on a vraiment fait un traitement pour pousser la saturation et le contraste des couleurs. Alors, je vais vous parler du gypse tout à l'heure qu'avait vu la sonde Opportunity, et Curiosity a vu aussi des veines de gypse. Donc, il y a du soufre et du calcium dans le gypse, et du sulfate de calcium hydraté, et qui a dû vraisemblablement se former en présence d'eau liquide. Donc ces veines de gypse, ça fait partie des éléments avec les petites billes d'hématite que je vous avais montrées, observées par Opportunity, ça fait vraiment partie des preuves de l'existence d'eau liquide dans le passé. Alors cette zone-là, vous voyez, elle s'appelle Yellowknife Bay, la baie du couteau jaune. Alors je ne crois pas qu'ils aient trouvé de couteau, mais alors la rivière ici, enfin ce qui ressemble au lit de rivière, ça a été baptisé Snake River. Alors là, j'ai quand même eu l'explication. Le serpent de Snake, là, la rivière du serpent, le serpent, c'est ça. C'est à cet endroit-là, avec cette veine de gypse apparente, que l'on a eu l'impression, ça a évoqué la forme d'un serpent. Alors ces veines de gypse, les voilà ici. À gauche, c'est une image donc prise par Curiosity sur Mars, et à droite, c'est pris sur Terre. Vous avez le petit couteau suisse qui donne l'échelle. Vous voyez ici 1 cm, c'est bien la même échelle, et donc ces veines de gypse martiennes sont très semblables aux veines de gypse que l'on a sur Terre. Donc ça fait vraiment partie des dernières observations intéressantes qui ont été faites par Curiosity. Autre chose intéressante, ce ne sont pas les petites billes d'hématite comme on a vu avec Opportunity, mais vous avez ce qu'on appelle les sphérules de concrétion, donc des petites... comme des petites billes, mais collées sur le sol. Donc c'est toujours dans la même zone de Yellowknife Bay. Curiosity est équipé d'un tas d'accessoires. Vous avez vu le couteau suisse tout à l'heure, mais en fait c'est un peu comme un couteau suisse, il y a des tas de choses, il y a une perceuse, il y a une brosse, une petite pelle. Et là voilà la brosse rotative qui permet de brosser le sol et qui a été utilisée avec succès en janvier 2013 et qui permet de voir, là encore, que le sol, dès que vous grattez un peu, n'est plus du tout oxydé. La roche paraît blanche, alors qu'en surface, elle est de couleur orangée. Et ça, c'est un agrandissement. Vous voyez l'échelle 2 mm, donc on voit de près là où la brosse a brossé. On voit le résultat sur la surface de la roche. Cette carte montre tout simplement le trajet. Alors vous avez la référence en sol, les fameux jours martiens, donc pratiquement équivalent à un jour terrestre. Et vous voyez ici donc les numéros qui montrent qu'en fait pendant ici 2 mois, on n'a pas beaucoup bougé. Et même après vous avez un agrandissement dans la zone là, de Yellowknife Bay qui est ici.
Vous voyez, de 52 à 130, donc pendant pratiquement 3 mois, eh bien, on faisait du surplace, on se baladait un petit peu. Alors, il y avait de grosses discussions au sein des équipes qui décident de faire avancer le rover, parce que l'idée, c'est quand même, je vous rappelle, d'aller au sommet de la montagne, au sommet du mont Sharp, et d'essayer de reconstituer l'histoire de cette montagne par les différents niveaux, les différentes strates, en fonction du temps. Et donc, il ne fallait pas trop traîner dans la plaine. Mais en même temps, comme on voyait des choses intéressantes, vous l'avez vu, ces galets qui rappellent un lit de rivière ou les veines de gypse, eh bien, l'équipe qui voyait ça préférait analyser ça à fond. Bon, donc on est resté pratiquement 1 an dans ce coin-là, avant de se décider à partir vraiment à l'assaut du mont Sharp. Alors il y a aussi une foreuse que vous voyez là en haut, petite foreuse à percussion, et qui a fait des traces ici, enfin qui a fait des essais, voilà. J'ai percé un petit coup, et vous voyez là encore que la roche mise à nu est beaucoup moins oxydée qu'en surface. On a l'impression que c'est du ciment là, qui est sorti. Là aussi, vous voyez les premiers trous percés, donc là c'était en février 2013. Donc des trous bien jolis, bien ronds, qui font à peu près 2 cm, pas tout à fait de diamètre, donc, pour vous donner l'échelle, 1,6 je crois. Voilà un échantillon de sol recueilli et mis dans le petit godet. Ensuite ça se referme, enfin on passe à l'intérieur et on fait l'analyse dans le laboratoire embarqué. Et la conclusion de l'analyse de ces roches, c'est que ce coin-là, donc le fameux Yellowknife Bay, où vous retrouvez ici le petit serpent de gypse là, qui a donné le nom à la Snake River, c'est bien un fond de lac et que les roches qui sont là sont bien des roches sédimentaires qui se sont formées donc, par des dépôts lacustres. Et voilà une reconstitution du lac au pied du mont Sharp. Donc vous retrouvez le cratère Gale, c'est pas l'image en 3D que vous avez vue au début, mais vous revoyez le mont Sharp ici, et vous retrouvez l'ensemble du cratère ici. La sonde, elle a atterri par ici, et elle se promène en ce moment, enfin elle est passée donc là, et elle va venir par ici jusqu'au sommet du mont Sharp. Donc les flèches là, elles vous montrent l'écoulement de l'eau qui a dû se faire, on voit qu'il y a comme une rivière ici, comme un lit de rivière. L'écoulement de l'eau s'est fait jusque-là, et l'eau se serait rassemblée dans cette partie-là, au pied du mont Sharp, donc dans l'endroit, bien sûr, le plus en creux, au pied de ce piton central, et dans le fond du cratère. Alors, c'est en été 2013 que finalement la sonde s'est mise en route pour le mont Sharp. Vous voyez ces rochers qui sont là, qui ont été baptisés les jumeaux, là, le Twin Cairns. Donc ils font à peu près 3 mètres de haut dans la partie sommitale, ici gris foncé, et ils sont à peu près à une trentaine de mètres de la sonde lorsqu'elle a pris cette image. Alors on a eu un problème de roue avec Opportunity. Alors bien sûr ce ne sont pas des pneumatiques comme vous avez sur vos voitures, parce que sinon avec le problème de pression, il faudrait ajuster en fonction de la pression sur Mars, ça ne serait pas évident. Et puis en cas de crevaison, on n'a pas de système facile pour réparer. Donc ce sont des roues en tôle, et là on le voit très bien, et par contre ce qui n'était pas prévu, c'est que la tôle s'abîme comme ça. Donc là on voit que c'est cabossé, puis là c'est carrément estrassé, hein, comme on dit ici. Donc on risque de voir la sonde immobilisée parce qu'elle aura les roues qui ne fonctionnent pas bien, et si les roues pètent, le carcasse. Alors, une petite vallée, baptisée tout simplement peut-être, mais la vallée Maybe. J'avoue qu'il doit y avoir toute une histoire associée à tous ces noms qui sont donnés par les équipes là, qui récupèrent les images au fur et à mesure. Ça doit être assez amusant, il y a sûrement de quoi écrire un bouquin rien qu'avec ça. Donc ça c'était en février de cette année, et on voit très bien cette petite vallée. Donc le mont Sharp il est derrière, là, et le rover va contourner ici pour ensuite grimper vers la montagne. Alors Curiosity n'a pas échappé à la mode du selfie, il en a fait un le 25 juin 2014. C'est particulièrement réussi parce qu'avec l'assemblage des images en mosaïque, on ne voit pas le bras, oui.
parce que l'image a dû être enlevée. Et on utilise effectivement celles qui conviennent. Curiosity a trouvé une météorite comme Opportunity, comme son ancêtre Opportunity, donc ça c'était en juillet. Alors la différence ici, là, ce découpage qui peut paraître curieux, c'est tout simplement parce que vous avez une caméra qui a une plus haute résolution, et comme c'est un assemblage de plusieurs images, et bien là vous avez la partie où vous avez le plus de détails, donc la partie la mieux résolue, qui apparaît ici bordée de blanc. Alors Curiosity a brossé une roche dans un endroit baptisé Bonanza King, vous avez toujours des noms rigolos. Donc ça c'était au mois d'août 2014, donc on voit très bien la partie qui a été brossée. L'idée c'était de percer un trou ensuite dans la partie brossée, et puis finalement ils ont renoncé pour des raisons, paraît-il, de stabilité de la roche. Bon, ma foi. Est-ce qu'ils avaient peur d'abîmer la perceuse? Toujours est-il qu'ils n'ont pas fait le trou, ils ont simplement brossé la roche. Dans le chemin parcouru depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, le voilà. Vous avez le fameux coin baptisé Yellowknife Bay où on est resté pendant presque un an, et puis ensuite, une progression jusque-là, en passant par cet endroit baptisé Darwin, Cooperstown, Kimberley, et là on est près des collines Pahrump, je ne sais pas non plus là encore à quoi ça correspond. Donc vous allez voir, les dernières images sont prises ici, et en regardant dans cette direction, on voit le mont Sharp qui est par là en bas. Vous voyez l'échelle ici, 2 km, donc pendant un an, le rover n'a fait à peine que 500 mètres, même pas 1 kilomètre, et puis il s'est en fait décidé à bouger et à faire quelques kilomètres. Alors voilà ces petites collines là, baptisées Pahrump Hills, au pied du mont Sharp, dont le sommet est par là-bas à gauche, en dehors de l'écran. Donc on voit quelques dunes de sable ici, donc les collines qui sont là, une zone un peu plus sombre là, qui est un peu plus en creux, et puis ensuite les flancs vraiment de la montagne, et donc c'est par là-bas qu'il va falloir se déplacer, et qu'il va falloir grimper jusqu'au sommet si possible. Et ça sera effectivement, on l'espère, des révélations et des images intéressantes. Pour l'instant, les dernières images les voici. On termine sur ce trou là. C'est la dernière image qui est disponible sur le web, qui correspond à un trou qui a été fait le 24 septembre. Donc un trou tout à fait semblable à ceux que vous avez vus juste avant. Pour l'instant, la roche qui a été extraite du perçage, elle est en cours d'analyse. On n'a pas encore le résultat. Et c'est au fur et à mesure de la progression qu'on verra si justement les roches ont une composition qui varie beaucoup en fonction de l'endroit où on se trouve sur la montagne. Et donc 2 images pour terminer sur les sondes qui sont arrivées là tout récemment. Donc la sonde MAVEN, alors vous voyez l'abréviation, l'acronyme, c'est Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission. Donc c'est une mission pour étudier l'atmosphère de Mars et en particulier étudier son évaporation et essayer de comprendre pourquoi elle est beaucoup plus ténue maintenant. Alors, il est certain que le fait, je vous rappelle, que la gravitation soit 3 fois plus faible à la surface de Mars joue un rôle et a fait qu'elle a perdu beaucoup plus d'atmosphère que la Terre. Mais si vous regardez par exemple Vénus comparée à la Terre qui a quasiment la même taille et à peu près la même masse, Vénus a une atmosphère qui est beaucoup plus dense, puisque la pression au sol est 100 fois la pression atmosphérique que l'on a sur Terre. Donc on n'a pas d'explication très simple. Et en plus, Vénus est plus proche du Soleil, donc on pourrait penser que son atmosphère aurait été soufflée en quelque sorte par le vent solaire et par la chaleur du Soleil, beaucoup plus facilement que sur Terre. Bref, donc le but de cette sonde MAVEN, cette sonde de la NASA, c'est vraiment d'étudier la perte de l'atmosphère. Alors elle va passer très près de la surface, et la forme des panneaux solaires là, est destinée justement a été étudiée de manière à pouvoir freiner et à pouvoir descendre très bas dans les couches de l'atmosphère martienne, bon, sans pour autant bien sûr être endommagé par la friction. Donc il y a toute une étude qui a été faite là-dessus. Et la forme des ailes est en tout cas en rapport avec cette étude-là et ce que l'on veut faire. Et puis vous avez MOM, c'est Mars Orbiter Mission, et ça c'est une sonde indienne, une sonde envoyée par l'Inde,
et qui est en orbite autour de Mars depuis le 24 septembre. Donc Maven c'était le 22 et MOM c'est le 24, donc elles font presque la course. Et là encore, cette mission a pour but d'étudier l'atmosphère de Mars et de mieux comprendre son origine et son évolution. Donc à suivre, vous pouvez regarder sur le web, de même que pour Curiosity, vous tapez NASA Curiosity et vous avez de suite le site avec les images jour le jour, et vous pouvez voir toutes ces images que je vous ai montrées ici et suivre les nouvelles qui vont arriver. Voilà, ben merci pour votre attention. Quelle est la température au niveau du sol moyen là-bas? Alors, au niveau de l'équateur, c'est proche de 0 degré. Disons qu'en plein soleil, on arrive à avoir une dizaine de degrés. Et puis, du côté des régions, du côté des pôles de Mars, ça tombe en dessous des moins 90, et c'est pour ça que le gaz carbonique se trouve sous forme solide. Et on arrive à avoir des moins 100 assez facilement. Donc c'est quand même plus froid que sur Terre, on est tout de même un peu plus loin, presque 2 fois plus loin du Soleil. Se peut-il qu'il y ait du magma comme dans la Terre et puis des nappes phréatiques ou pas? Alors, on pense que l'intérieur de Mars est solidifié tout simplement parce qu'elle est moins massive que la Terre et donc l'intérieur a dû se solidifier. C'est essentiellement la radioactivité qui maintient les roches en fusion, enfin qui maintient une température interne importante. Donc sur Mars, le volume étant beaucoup plus petit, la planète a dû se refroidir. Pour la Lune, on le sait de manière certaine, parce qu'on a pu, enfin on sait de manière certaine qu'elle a le cœur solide, parce qu'on a pu envoyer le LEM, le fameux module lunaire, une fois qu'on ne l'utilisait plus, on l'a envoyé pour provoquer carrément des tremblements de Lune. Et on avait posé à la surface de la Lune des sismographes qui permettaient donc de vérifier s'il y avait des vibrations sur la Lune, et ça a permis de voir que la transmission de ces tremblements de Lune se faisait de manière directe d'un point à l'autre des missions où les missions Apollo avaient posé les sismographes, sans qu'il y ait d'amortissement. Si ça passe par le centre et que le centre est fluide, ou enfin pâteux, ça va amortir les ondes. Et donc le fait que ça se transmette de manière directe montrait que la Lune était un corps solide. Alors sur Mars, il y a des projets semblables qui visent justement à mettre des sismographes en différents points, et ensuite à essayer, alors peut-être pas les provoquer, mais profiter d'impact de météorites, parce qu'il y en a quand même de temps en temps, de choses comme ça, ou de tremblements naturels de la planète, pour essayer de voir si elle est solide. Mais on pense qu'elle s'est solidifiée, qu'il n'y a plus de magma. Alors néanmoins, si on fait référence aux volcans comme le grand volcan, le mont Olympe, les écoulements de lave que l'on a pu dater par les cratères qui sont dessus notamment, en regardant un peu comme on le fait sur le terrain lunaire, ont permis d'estimer qu'il y avait quand même eu des épanchements de lave il y a une centaine de millions d'années, ce qui est finalement pas si vieux que ça. À l'échelle du système solaire qui a 4 milliards et demi d'années, 100 millions, c'est hier. Voilà. Sur une photo où on voyait le contraste augmenté, Oui. on voyait une bande d'horizon atmosphérique, une couche atmosphérique, on les voit comme sur Terre. A priori, ce qui fait la couleur bleue du ciel, Ouais. c'est la diffusion par les particules fines, et molécules, la diffusion rayée, qui est d'autant plus efficace que la longueur d'onde est courte, et qui est donc plus efficace pour le bleu. Donc a priori, le ciel martien doit paraître bleu. Pourtant, sur certains clichés, on le voit rosé. Alors, ça peut être aussi, à ce moment-là, des poussières en suspension dans l'air et qui vont donner la couleur dominante du sol martien, qui est effectivement une couleur un peu orangée. Oui, le danger qu'il y a, c'est d'avancer sans voir où on va. Alors, le problème, je ne l'ai pas souligné, mais quand on envoie des instructions au rover, il faut plusieurs minutes, puisque c'est transmis à la vitesse de la lumière,
Et donc il faut attendre un moment avant de voir si l'engin, on ne l'envoie pas sur une pente trop forte. Donc il y a des systèmes de sécurité qui font que si il y a une inclinaison trop forte qui est prise de manière automatique, l'engin s'arrête et attend les instructions, il fait faire marche arrière. Il vaut mieux. Quand on perce des trous, c'est des carottes ou c'est vraiment on va chercher la... C'est comme un trou avec une perceuse, c'est pas une carotte, on sort pas un cylindre de roche. La roche se retrouve en poudre. C'est la poussière qui est aspirée ou récupérée par la pelle et mise dans les petits godets pour être analysée. Le champ magnétique de Mars n'est pas un champ magnétique propre à la planète, il est induit par le vent solaire, c'est-à-dire les particules chargées qui viennent du Soleil qui contournent la planète. Et donc le fait qu'elle suive une trajectoire arrondie va générer un champ magnétique. Donc c'est un courant électrique finalement qui tourne, qui contourne la planète. Et donc ça génère un champ magnétique. Alors le champ magnétique de Mars est un champ magnétique induit. On a la même chose sur Vénus. Ni Vénus ni Mars n'ont de champ magnétique propre, contrairement à la Terre. Donc ça c'est aussi un argument qui va dans le sens que l'intérieur de Mars doit être solide, puisqu'a priori les champs magnétiques sont induits par des rotations de matière fluide à l'intérieur des planètes. Mais avec cette zone-là, Vénus pourrait Mais oui, c'est une bonne remarque parce que Vénus a à peu près la taille de la Terre et a certainement conservé un intérieur encore fluide, mais néanmoins, elle n'a pas de champ magnétique propre. Donc là, on n'a pas l'explication. Bon, de même que c'est vrai que c'est facile de dire en théorie, il faut qu'il y ait une matière fluide en rotation pour générer un champ magnétique, mais après, comment expliquer que le champ magnétique s'inverse? Comme c'est le cas par exemple assez fréquemment sur Terre, et même le Soleil, puisque son cycle de 11 ans, c'est en fait 11 ans avec le champ magnétique dans un sens, et 11 ans avec le champ magnétique dans l'autre. Et pourtant, il ne change pas de sens de rotation. Donc il y a encore énormément de travail à faire en la matière. Alors tu vas être quand même beaucoup moins protégé sur Mars, les particules qui sont mises par ça. Oui, on est moins protégé en ce sens que le vent solaire peut arriver beaucoup plus directement sur le sol, par la magnétosphère que l'on a sur Terre qui dévie justement les particules et qui fait qu'elles ne viennent pas percuter directement. Et, ou alors les aurores boréales peuvent se produire à toutes les latitudes, puisqu'il n'y a pas de point d'entrée privilégié comme sur Terre. Alors une mission humaine sur Mars, on n'a pas parlé, mais c'est une question d'argent avant tout, et puis on a les moyens techniques d'aller sur Mars. Hein. On pourrait envoyer des gens. Maintenant, le problème, c'est de garantir aussi le retour. Vous avez sûrement vu qu'il y a des... Ils vous proposent de payer pour y aller, mais on ne vous prévoit pas de vous ramener. Il y a eu des volontaires pour y rester. Il y a eu des volontaires pour aller sur Mars et y rester. Pas tous à la fois. Merci Michel. Merci à vous.